Bonjour à toutes et tous, absolument ravi de vous voir là à l'occasion de ce forum Emplomat. Alors moi je suis Jean-Michel Marin, je suis l'ancien président de la Société française de statistique qui co-organise avec la SMAI et la MIES ce forum depuis un certain nombre d'années. C'est une société savante dans le domaine des mathématiques appliquées qui œuvre pour la promotion de la statistique et ses utilisations. Moi je suis aussi enseignant-chercheur et directeur de la faculté des sciences à Montpellier. Aujourd'hui, à cette table ronde, on va s'intéresser à une thématique particulière qui est une présentation de témoignages de métiers. Et vous allez voir qu'il y a un certain nombre d'intervenants à cette table ronde qui vont avoir vocation à vous montrer que les maths, ça peut mener à des choses bien différentes et dans des secteurs différents et à des métiers avec beaucoup de diversité en termes de la manière dont on va utiliser les maths. Donc cette table ronde, elle a pour vocation de vous ouvrir l'esprit sur tout ce qu'on peut faire quand on a fait des maths et dans quel type de secteur on peut travailler et comment on le met en musique, comment on tire parti de sa formation en mathématiques pour s'en servir dans le cadre de son métier. Alors moi je suis ravi de présenter cette table ronde. Cette journée elle est pour vous aussi pour rencontrer les entreprises et avoir une ouverture d'esprit, élargir vos champs de vue sur ce qu'on peut faire avec des maths. Et cette table ronde, elle a pour vocation de participer à ça dans le cadre du forum. Alors, on a un certain nombre d'invités à cette table ronde qui sont différents. Donc, il y a Solène Bossu, qui, elle, est actuaire et qui va nous décrire un petit peu son métier puis la manière dont elle le met en musique dans un moment. On a Geoffrey Berthelot, ici, qui travaille à l'INSEP, voilà, dans le domaine du sport. Il va nous dire aussi comment il fait des maths dans ce domaine. Donc un secteur un petit peu plus financier, un secteur dans le domaine un petit peu du sport. On a Stéphanie qui est durée, qui est prof de maths ici, qui va aussi montrer comment elle sème une petite graine là dans l'esprit des élèves du secondaire et qui après germe et puis qui fait des mathématiciens épanouis. Et puis on a Mohamed Amin Katouf qui lui est ingénieur en recherche opérationnelle chez Renault. Et donc chacun va pouvoir vous décrire la manière dont il utilise les maths. Donc une première question auquel je vais demander aux intervenants de répondre, c'est quel est votre parcours et quel est votre métier aujourd'hui ? De le décrire, je les décris vraiment très succinctement. Et donc, en quelques mots, nous dire votre parcours et votre métier, chacun à tour de rôle. Pour les jeunes qu'on a là, je pense que c'est particulièrement important. Je commence ? Oui, allez-y. Ok. Donc, comme vous m'avez présenté, Solène Bossu, donc je suis actuaire au sein d'une mutuelle qui s'appelle la France Mutualiste. Alors aujourd'hui, donc comment est-ce que j'ai fait pour devenir actuaire ? Alors déjà actuaire, quand on dit actuaire, c'est actuaire avec le titre de l'Institut des actuaires que je viens représenter. D'ailleurs, je vous invite à venir au stand de l'Institut des actuaires, qui est l'association qui régit le métier de l'actuaire. Donc pour devenir actuaire, qu'est-ce que j'ai fait ? Alors malheureusement, je ne savais pas au début de mes études que le métier existait et comment le faire. Donc j'ai eu un cursus un petit peu, pas très direct, on va dire. J'ai commencé par L1, L2 de maths, suite à laquelle j'ai reçu une proposition de rejoindre un Bac+3 en actuariat qui s'appelle le DUSA. Et suite auquel je me suis dit oui, l'actuariat c'est sympa, je veux continuer, donc j'ai fait ma licence 3 de maths et j'ai rejoint l'ISUP, qui est du coup l'Institut de statistique des universités Pierre et Marie Curie, qui permet d'obtenir du coup le titre d'actuaire. Donc il y a une dizaine d'écoles qui permettent de rejoindre l'Institut des actuaires, dont l'ISUP, mais il y a donc l'ISUP qui est à Paris, il y a aussi l'ISFA à Lyon, l'EURIA, Strasbourg, etc. Enfin, on a une dizaine d'écoles qui permettent d'avoir le titre. Et pour ça, du coup, il faut effectuer le cursus d'une de ces écoles, puis passer un mémoire qu'on prépare la plupart du temps en M2 qui se fait en alternance. Et à soutenir devant un jury qualifié de l'Institut des actuaires.
Alors maintenant, mon métier aujourd'hui, donc je suis actuaire ALM, donc c'est une spécialité de l'actuariat, mais l'actuariat c'est très vaste. Moi je travaille en assurance vie, en épargne et en retraite particulièrement, enfin, c'est l'activité de mon entreprise. Maintenant, actuaire, c'est beaucoup plus large que ça. On peut travailler dans de l'auto, on peut travailler sur du risque climatique, sur du risque pandémique. Enfin, il y a un certain nombre de métiers possibles avec l'actuariat. Le mien, c'est actuaire ALM. Donc ALM, c'est pour Asset Liabilities Management, c'est-à-dire gestionnaire actif-passif. Donc les buts les plus importants de notre profession, c'est d'aider la direction et la direction financière en particulier à trouver la bonne allocation d'actifs, l'allocation d'actifs qui permet de gérer un maximum de risques, de maximiser le rendement, de minimiser du coup le risque et de prendre en compte un autre nombre de variables comme la liquidité des actifs, etc. Voilà, en quelques mots. Très bien, merci beaucoup. Geoffrey ? Merci. Bonjour à toutes et à tous. Donc moi, je suis Geoffroy Berthelot. Si je devais décrire mon parcours, c'est un parcours qui n'est pas extraordinaire en tant que tel. J'ai commencé vivoter dans le cursus classique de l'éducation nationale. D'ailleurs, j'ai redoublé un certain nombre de fois, 4 fois pour être précis. Hein. Et puis c'était périodique, hein, c'était tous les 3 ans, tac, 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 tac. Donc l'idée, c'est que je n'étais pas très intéressé par l'école, le travail à l'école. Moi, je faisais plutôt de l'informatique, de la musique, etc. Donc ça ne vous vend pas du rêve, hein, ce que je vous dis là. Mais ce qui s'est passé, c'est que j'ai été bon gré mal gré jusqu'en terminale avec un diplôme de bac S en physique, parce que la physique m'intéresse un peu quand même. Et après, j'ai fait des études d'informatique jusqu'en licence, donc je fais un DUT informatique, donc c'était sympa, c'est très appliqué. Après, j'ai fait une licence informatique. Et après, j'ai enchaîné sur quelque chose qui était du master biologie et informatique, etc. Donc j'étais assez content, c'était sympa, la vie était belle. Et après, je me dis, mais qu'est-ce que je fais de tout ça ? Parce que j'ai pas une bonne idée de comment appliquer tout ça. Et moi, j'avais une trame de fond qui était, je m'intéresse, je suis curieux. Donc ce qui m'intéresse, c'est de répondre à des questions qui sont pas encore résolues à ce jour, etc. Et donc j'ai trouvé assez vite un poste de chercheur à l'INSEP, dans un laboratoire qui venait de s'ouvrir, qui s'appelle l'IRMES, l'Institut de recherche biomédicale et d'épidémiologie du sport. Donc l'INSEP, c'est un gros institut. En gros, ça pourvoit, ça donne 50% des médaillés à chaque Olympiade. Donc l'idée, c'est qu'on accueille des sportifs de très haut niveau. En France, on accueille ces sportifs dans cette structure pour essayer de leur donner vraiment une impulsion, de manière à ce qu'ils puissent leur donner tous les avantages pour qu'ils puissent avoir des médailles olympiques, aux championnats du monde aussi, etc. Donc l'idée, c'était d'essayer de comprendre quelles étaient les dynamiques de ces performances, quels sont les déterminants de la performance sportive. Donc, je pourrais vous en parler pendant un certain temps. Il y a énormément de choses qui interviennent dans la performance sportive, le côté psychologique, le mental, la performance physique, l'entraînement, la blessure, la géopolitique, l'environnement. Donc quand on fait du tir à l'arc et qu'il y a du vent, ça pose un problème. Quand on court le 100 mètres et qu'il fait 40 degrés ou qu'il fait moins 10, c'est pareil, ça ralentit les performances. Donc c'est très, très riche, la performance sportive. Et aujourd'hui, je baigne là-dedans. Donc j'ai fait une thèse dans ce laboratoire. Ensuite, j'ai fait mon parcours un peu à l'envers parce que j'ai fait mon postdoc à l'école polytechnique et en même temps j'ai soutenu ma HDR quand j'étais pendant mon postdoc. Donc c'est un peu à l'envers. Et aujourd'hui je suis un peu un chercheur qui mène mes propres recherches en collaboration avec mes collègues aux 2 laboratoires de l'IRMES et du CEP, de l'INSEP. Et toujours dans l'idée d'aider les sportifs et de mieux comprendre la performance sportive. Merci. Stéphanie ? Oui, bonjour. Moi, j'ai un parcours assez classique, puisque après mon bac S, j'ai intégré un DUG MIAS, donc à l'époque, les DUG existaient encore, mathématiques et informatique appliquée aux sciences, suivi d'une licence de mathématiques. Et puis moi, j'ai su assez tôt que je voulais être prof dans le secondaire. Donc à l'époque, il n'y avait pas de master MEF, donc il fallait soit faire une année dédiée pour se préparer au CAPES, ou alors poursuivre avec une maîtrise pour passer l'agrégation. Donc moi j'ai fait le second choix. J'ai suivi une maîtrise et à l'issue de la maîtrise, une préparation à l'agrégation. Et là j'ai passé des concours, donc j'ai pas eu l'agrégation. J'ai eu le CAPES. J'ai commencé à enseigner donc en banlieue parisienne pour la provinciale que j'étais. Et j'y suis restée, hein, donc c'est pas si mal. En
en collège, dans un premier temps. J'ai pas totalement arrêté les mathématiques puisque quelques années après, j'ai passé un master 2 qui s'appelait un master enseignant, parce qu'en fait c'était réservé aux enseignants qui avaient passé l'agrégation mais qui n'avaient pas envie d'arrêter de faire des maths parce que pendant un an ils avaient trimé, ils adoraient ça. Donc j'ai arrêté, du coup j'ai passé mon master 2 et ensuite j'ai changé de métier un peu parce que je suis allée enseigner au lycée et puis en fait ça change complètement, il faut tout refaire et puis je me suis replongée encore dans les maths parce que j'ai décidé cette fois de passer l'agrégation et de l'avoir. J'ai eu des enfants, ça a fait arrêter les mathématiques et par ailleurs j'ai des activités connexes en fait au métier d'enseignante. D'une part je suis bénévole et impliquée dans une association de spécialistes, l'association qui s'appelle la PMEP, qui est l'association des professeurs de mathématiques de l'enseignement public. Et notamment avec cette association j'ai piloté un projet où on a créé une plateforme pédagogique d'accompagnement pour les élèves. Par ailleurs, je travaille aussi au sein d'un groupe IREM, donc l'Institut de recherche en mathématiques, où on travaille en didactique de notre discipline. Ça fait 10 ans que je travaille là-bas. Enfin, c'est quelques heures, on va dire, quelques jours par mois. Et puis, quand on est enseignant, on peut faire d'autres choses aussi. Par exemple, moi, je suis jury de concours, donc je corrige le CRP depuis de nombreuses années. Et je suis jury du CAPES depuis l'an dernier, mais je trouve que tout ça, c'est important aussi, ça rentre dans le métier. Donc je parle pas trop du métier d'enseignant parce que je pense, vous savez quand même à peu près ce que c'est. Vous en avez tous vu devant les yeux en tout cas, mais voilà, c'est pour faire le lien avec les mathématiques au quotidien. Merci Stéphanie, c'est très pertinent ce que tu dis, de montrer aussi les à côté, parce qu'il n'y a pas que le cœur de ton activité qui est d'être enseignante, il y a aussi ton implication associative et le fait aussi qu'enseignant, ça peut mener à être dans des jurys de concours, à participer, à continuer à se former. Donc voilà, il ne faut pas avoir une image figée aussi de ce métier-là. Et merci de ce descriptif. Tout aussi que les autres. Donc, Mohamed Amin, je te donne la parole. À moi, bonjour à tous. Je suis encore ravi à être là dans cette table ronde. C'est ma première, donc excusez-moi s'il y a un peu de stress. Il faut bien parler dans le micro. Voilà. Là, c'est bien ? Parfait. Moi, il y a 5 ans, j'étais de l'autre côté. J'ai fait mon baccalauréat et mes classes prépa au Maroc. J'ai intégré une école d'ingénieur en informatique à Bordeaux et en dernière année j'ai eu la chance de faire une double diplôme. C'est là où j'ai découvert des maths appliquées et du coup j'ai fait le master de maths appliquées de Bordeaux en filière de recherche opérationnelle. La recherche opérationnelle, c'est l'optimisation, de l'optimisation combinatoire, de l'optimisation non linéaire, de l'optimisation stochastique. Par exemple, c'est ce que vous utilisez peut-être, c'est Waze. Quand vous voulez aller à un endroit, il choisit. Il a plusieurs routes possibles et il va vous orienter selon votre choix. Est-ce que vous voulez arriver moins cher, ne pas passer par l'autoroute? Est-ce que vous voulez prendre la nationale? Et il va choisir la route la plus courte. C'est de l'optimisation. Est-ce qu'on va prendre un amphi très grand? Dans quelle salle on va loger les gens? Il y a de l'optimisation là-dedans. Et moi, je travaille chez Renault depuis 5 ans. J'ai fait mon stage là-bas. Et je travaille en tant qu'ingénieur recherche opérationnelle. Mon job, c'est développer des outils d'optimisation. Pour de la fabrication, pour de la logistique, pour des services généraux. J'en ai travaillé dernièrement sur un sujet où on va placer des directions dans des places, et du coup on va optimiser les places qu'on va occuper au sein des bâtiments Renault. Donc l'optimisation elle y est partout et un peu beaucoup dans le secteur industriel en général. C'est bien ? Très très bien, très très clair. Oui, l'optimisation est au cœur de tous les processus de production industrielle qui nécessitent la meilleure allocation possible des ressources et la meilleure répartition possible d'un choix de trajet. Par exemple, Waze est un exemple particulièrement éclairant. Est-ce que vous avez, avant que je continue dans les questions,
sur notamment la place des maths dans le quotidien de chacun de ces professionnels. Est-ce que vous avez des questions à leur poser, des points que vous voudrez qu'ils clarifient sur leur métier, là, tout de suite? N'hésitez pas. Hein. Oui? Voilà, le titre d'actuaire. Alors, il y a des écoles qui Voilà, pardon, vous m'entendez? Voilà, il faut coller au menton. Il y a des écoles qui permettent d'effectuer le métier d'actuariat au sein des entreprises. On va parler par exemple de master actuariat, mais sans pouvoir avoir le titre du coup d'actuaire. On peut exercer un métier d'actuaire, mais on met moins de chance de notre côté. Oui, on va être entre guillemets actuaire, mais on ne va pas être actuaire de l'Institut des actuaires. Et donc il y a pas mal d'entreprises quand même qui valorisent un peu moins du coup ceux qui ne sont pas à l'Institut des actuaires. Donc si vous avez encore le choix aujourd'hui, je vous conseille vivement d'aller vers une école qui décerne le titre, parce que c'est plus valorisé par les entreprises en fait. Donc les métiers intéressants, pardon. Vous avez plus de chances de pouvoir les atteindre avec le titre. Je ne sais pas si c'est clair. Ah non, pas du tout. Non, c'est pas comme les médecins. Non, on peut travailler dans l'actuariat sans être actuaire. Par contre, c'est vivement conseillé, car très valorisé au sein des entreprises, de passer le titre d'actuaire. Merci. D'autres clarifications nécessaires ? Non ? Bien écoutez, on va continuer ce débat avec une question que j'ai envie de poser à chacun d'entre vous, qui est finalement dans votre quotidien professionnel, situez-nous un petit peu la place des maths. Où on trouve des maths ? Comment vous faites des maths ? Comment vous mettez les maths en musique ? Alors, je vais peut-être commencer par une déception, mais je dirais que dans mon métier, les maths sont plus un outil. C'est clairement nécessaire pour effectuer le métier, dans le sens où il faut comprendre ce qu'on fait, il faut comprendre les outils qu'on utilise. Mais j'ai pas forcément la sensation, même si en fait on en fait quand même pas si peu que ça, j'ai pas la sensation de faire des maths au quotidien. Par contre, j'ai clairement mes grandes missions, par exemple, ça va être de calculer des indicateurs de risque pour l'entreprise, de proposer, de suggérer la meilleure allocation possible à la direction financière. Pour ça, il y a des maths derrière. Maintenant, mon quotidien, il ressemble plus à des études sur ces types d'actifs, etc., que la réalisation des modèles. Je précise, donc par exemple pour l'allocation d'actifs, on va effectuer des calculs de frontières efficientes. Donc la frontière efficiente, qu'est-ce que c'est ? L'idée, c'est pour un risque donné de maximiser le rendement. Donc on comprend bien qu'on préfère prendre le moins de risques possible et d'avoir le plus de rendement possible. Pour ça, derrière, il y a par exemple un collègue qui travaillait sur les algorithmes génétiques. Donc c'est une façon de travailler les maths donc pour cette problématique-là. Après, il y a une autre alternante qui vient de nous rejoindre, qui va répondre à une autre problématique. Donc on a un modèle de projection qui nous sert pour un certain nombre d'études, qui s'appelle modèle de projection ALM, qui nous permet de projeter du coup les comptes de résultats, bilan de l'entreprise, des indicateurs de risque. Sauf que derrière ce modèle-là, on utilise du stochastique et il y a des temps de calcul très très longs. Et quand on fait des études et qu'on a besoin d'avoir plein de résultats le plus vite possible, on ne peut pas se permettre, entre guillemets, d'attendre que tous ces temps de calcul qui peuvent se compter en jours. Donc, un des sujets, par exemple, qui est traité en ce moment par une alternante qui vient de nous rejoindre, c'est de mettre en place un proxy de ce modèle de projection. Et donc là, c'est le proxy sur la base des réseaux de neurones. Peut-être que on avait déjà entendu parler dans les cours, pour justement pouvoir estimer ces indicateurs le plus fiablement possible, en beaucoup moins de temps, quasiment en instantané. Donc c'est un autre endroit où on voit pas mal les maths en ce moment dans mon quotidien. Ensuite, donc ce modèle ALM qui projette les comptes de résultats, bilan, indicateurs de risque, il a en entrée des scénarios économiques.
Donc je parlais de stochastique. Du coup, il faut qu'on ait des scénarios économiques pour projeter notre activité. Donc scénario économique, qu'est-ce que c'est ? C'est par exemple des évolutions, donc 1000 scénarios d'évolution possible du rendement des actions, d'évolution des taux d'intérêt, etc. Et ces scénarios possibles, il faut les estimer, il faut les projeter. Et pour ça, on a des modèles de projection. Des modèles stochastiques. Donc, par exemple, peut-être que vous en avez déjà entendu parler, modèle de Black-Scholes, qui est le plus connu pour projeter les actions. Et donc, en entrée de ce modèle-là, on va avoir des mathématiques pour justement projeter ces indicateurs financiers et on va devoir vérifier les bonnes propriétés justement mathématiques de la projection de nos modèles. Donc, par exemple, la bonne martingalité, pareil, je pense que ça doit vous parler. Des tests de convergence, on va vérifier des écarts de prix de marché avec les prix recalculés par le modèle. Dans la partie calibrage aussi, on parlait d'optimisation tout à l'heure. Dans la partie calibrage, donc on a un modèle qui dépend, par exemple, de Black-Scholes, qui dépend de la volatilité à projeter. Cette variable, la volatilité, il va falloir qu'on la calibre. Donc on va avoir des algorithmes d'optimisation avant même de projeter pour estimer justement cette volatilité en minimisant toujours le prix observé sur le marché et le prix recalculé avec le modèle. Donc voilà, un certain nombre de sujets dans lesquels on peut retrouver des mathématiques. Maintenant, j'insiste parce que alors, on a la possibilité de faire des mathématiques au quotidien dans notre métier, de continuer plus sur des sujets de recherche, etc. Après, moi, ce qui m'intéresse aussi pas mal, et ce pourquoi j'ai choisi cette équipe et ce métier, c'est la possibilité de prendre du recul, d'utiliser les mathématiques comme un outil, de les comprendre, c'est important pour prendre de bonnes décisions, mais de vraiment être au cœur de la stratégie de l'entreprise. C'est-à-dire qu'on va échanger directement de par les GTALM par exemple, les groupes de travail sur l'ALM, échanger directement avec la direction, le DG, le DG adjoint, la direction financière, etc. sur la stratégie de l'entreprise. Par exemple, la création des nouveaux produits en fonction de l'environnement économique. Donc là, on a connu un environnement de taux bas. Si quelqu'un a essayé de faire un prêt récemment, il le sait. Les taux remontent en ce moment. Qu'est-ce que ça change pour nous ? Qu'est-ce que ça change à nos produits, à notre solvabilité aussi d'entreprise ? Enfin, quelles décisions est-ce qu'on doit prendre ? Donc on a aussi une vision très reculée, stratégique, qui je trouve très intéressante dans le métier. Maintenant, il ne faut pas retenir actuaire égale finance. On peut faire, comme je l'ai décidé, d'avoir un côté un peu plus financier, mais on peut aussi aller dans l'assurance auto, modéliser les risques pandémiques, etc. Enfin, c'est une branche possible qui est celle que j'ai choisie. Et d'ailleurs, pour reprendre les à côté dont vous parliez tout à l'heure, depuis cette année, je donne des cours justement de générateurs de scénarios économiques, donc les fameux modèles de projection des indicateurs financiers en M2 dans une école d'ingénieurs. Donc là, on revoit justement la place des maths. Et des cours d'ALM aussi d'ailleurs en M1. Donc on retrouve un petit peu de mathématiques aussi de par l'enseignement dans les écoles. Voilà dans les grandes lignes. Merci pour ce panorama très précis, très détaillé. Alors vous voyez, au début, elle nous a dit « je ne fais pas de maths ». Puis alors après, on a entendu beaucoup de maths. De l'optimisation, du calcul stochastique, de la prédiction, de la prévision de modèles. Bon, donc en fait, il y a beaucoup de maths. Je précise qu'au quotidien, on utilise, et c'est très important de les comprendre, mais au quotidien, c'est beaucoup des études et de la prise de recul sur les outils mathématiques qui sont faits. Mais en effet, dans l'année, j'ai vu énormément de mathématiques, oui, mais c'est Absolument. Pas non plus... je ne refais pas des démonstrations au quotidien. Je comprends. Geoffroy ? Alors moi, je vais vous dire un peu la même chose que Solène. C'est que les mathématiques, j'en fais pas tous les jours. C'est pas que j'aime pas ça. J'aime beaucoup. Je suis à l'interface entre la physique, les mathématiques, l'informatique. Mais je vais plutôt vous parler de l'histoire pour commencer, parce que le sport. Excusez-moi, je tout saute. Le sport, en fait, si vous vous rappelez, il y a eu les Jeux Olympiques en 2012 qui sont tenus à Londres. Donc les Anglais, quand ils ont appris qu'ils allaient avoir les Jeux Olympiques à Londres, ils se sont dit « mais qu'est-ce qu'on fait pour aider nos athlètes ?» Et ils ont investi massivement des millions de livres dans le système de statistiques, de physique, etc., pour avoir des groupes entiers
de centaines de physiciens qui travaillent avec des statisticiens, des centaines d'experts en fait. Et ça leur a réussi. Ils ont eu des médailles, comme vous pouvez le voir en regardant le compte-rendu des Jeux Olympiques de 2012. Donc c'est très contextuel. En France, on n'a pas eu cette démarche-là. On a les Jeux Olympiques en 2024, on est en 2022. On est très mal organisé, on s'y prend très tard et on se dit tiens, aujourd'hui, il faudrait peut-être qu'on se mette à réfléchir à quel est l'apport des maths et de la science dans le sport. Bon, j'exagère un peu parce qu'il y a déjà des groupes comme le Sciences 2024 qui sont à l'école polytechnique dans le laboratoire de M. Clanet. Enfin, il y a des choses qui se sont organisées par ailleurs. Mais aujourd'hui, moi, si je devais parler des maths, j'en fais parce que je travaille sur des thématiques de recherche qui impliquent des maths. Par exemple, je fais du transport dans les réseaux complexes qui sont une thématique proche de la physique statistique. Donc il y a une partie de modélisation. On travaille aussi sur la détection des valeurs anormales dans les suivis longitudinaux, urinaires et sanguins. Donc tout de suite, on pense à dopage. Parce que quand on a une valeur anormale dans un suivi biologique, quand vous allez au laboratoire et que vous regardez les valeurs et que votre valeur elle sort de la norme, ça indique quelque chose. Donc nous, on travaille sur ces thématiques-là, c'est comment détecter ces valeurs anormales de la manière la plus fiable possible. Ça fait appel à des choses que vous connaissez très certainement, comme le Z-score. Bon, c'est des Z-scores un peu adaptés qu'on utilise. On utilise aussi beaucoup de maths pour ce qui est la partie évaluation de l'impact de la pollution et de l'environnement sur la performance sportive de tout le monde, par exemple sur le 20 km. J'ai dit dire la même chose que Solène, mais ça demande des calculs qui sont conséquents quand vous faites des forêts aléatoires ou quand vous faites des réseaux de neurones avec beaucoup de variables en entrée et que vous avez des données qui sont très importantes. Donc nous, on tourne au l'ordre de 1 million de données environ. On a également une thématique sur la médaillabilité. Donc en gros, on a un groupe au sein de l'INSEP qui cherche à définir quels vont être les athlètes qui vont être potentiellement médaillés aux Jeux Olympiques à venir. Donc là, ils utilisent des algorithmes d'apprentissage et ils essayent d'étudier, en fonction de leur performance passée, en fonction du contexte, comment ils vont performer dans les années à venir. Et est-ce qu'il faut les placer sur les JO, ou est-ce que c'est un athlète qui a du potentiel, ou est-ce qu'au contraire, il a été blessé trop souvent, comment on fait pour le positionner, etc. Donc les maths, ils interviennent dans toutes ces thématiques de recherche. J'en fais pas autant que je voudrais, parce que malheureusement, je suis pris sur d'autres choses pour organiser des conférences, ou par exemple, comme on est une toute petite institution, dès qu'on commence à construire un modèle qui est efficient et qu'on doit le diffuser au sein de notre institution, on est en charge de l'intégralité du produit. C'est-à-dire qu'on crée la statistique. Ensuite, il faut faire appel à des prestataires extérieurs pour créer le produit sous notre supervision. Et après, il faut aller convaincre les gens qui ne sont pas encore convaincus que ça peut avoir un intérêt. Donc, il y a quand même une démarche qui est celle que je déteste le plus, qui est un petit peu la démarche, j'aime pas ce mot-là, mais commerciale, entre guillemets, pour aller dire, voilà, regardez, on a développé un outil, ces médecins-là, ils en ont besoin, vous pouvez vous en saisir aussi. Donc, il y a aussi ce côté-là qui n'est pas du tout mathématique, mais qui est nécessaire quand même pour que la science elle puisse mieux diffuser au sein de notre institution. Alors, on parle de maths, on est quelques-uns à faire des maths dans l'institut où je suis. Quand je discute avec mes collègues qui ne font pas du tout des maths, il faut avoir un discours qui est vraiment plus adapté, il faut très bien expliquer. Des fois, il y a des subtilités qu'il faut quand même expliquer. C'est pas tous les jours facile, mais globalement, ça se passe plutôt bien. Donc je dirais que ça dépend vraiment du contexte dans lequel vous allez vous retrouver. Il y a des gens, ils vont avoir le loisir dans les grandes entreprises de faire des maths très régulièrement. Il y en a d'autres, dans les petites entreprises, ils vont avoir peut-être un peu moins le loisir de faire des maths. Et peut-être que ça vous ira très bien de faire ponctuellement des maths, mélangé avec de l'informatique, mélangé avec d'autres choses. Donc ça dépend aussi de ce que vous avez, ce que vous attendez vous, et du contexte de l'environnement où vous allez vous trouver. Merci beaucoup Stéphanie. Des mathématiques, au quotidien, ils interviennent, moi je dirais, à trois niveaux. D'une part, pour moi, puisque ce que j'enseigne, quel que soit le niveau en fait, d'un enseignant, on enseigne des choses à un niveau scolaire, mais on a quand même besoin d'avoir un recul supplémentaire. C'est pas parce que je vais définir en terminale l'intégrale d'une fonction comme l'air sous la courbe d'une fonction positive que ma connaissance, elle se limite à cela. Et bien sûr que
j'ai besoin de connaître l'intégrale de Riemann, des propriétés, des choses comme ça. Donc je dirais en ce sens que oui, je pratique quand même des mathématiques au quotidien. Et puis, notamment, les programmes, ils évoluent. Par exemple, très récemment, il y a des problématiques qui sont arrivées autour de l'inférence bayésienne en terminale et en seconde. Et pour essayer d'enseigner ça le mieux possible, il a fallu quand même que je lise quelques articles. C'est une démarche personnelle, mais chaque enseignant, en fait, va chercher peut-être un domaine qu'il préfère. Donc moi, en l'occurrence, là, je me suis penchée un peu sur des articles de recherche, et puis j'ai essayé de comprendre quelques trucs. Je fais un peu de maths. Après, les mathématiques interviennent dans un deuxième registre, qui est le registre didactique. Donc la didactique, c'est la science de savoir, c'est la réflexion sur les savoirs à transmettre, quels sont les mécanismes d'apprentissage chez les élèves. Donc si je veux enseigner la dérivée à mes élèves de première, ils connaissent pas la continuité d'une fonction. Il faut donc réussir à comprendre la notion et à leur transmettre, à construire un cours le plus intelligible possible, le plus attrayant. Bon, ça, c'est plutôt de la pédagogie, c'est pas forcément de la didactique. Mais là, moi, je considère qu'on fait des mathématiques, en fait, quand on réfléchit à comment on va s'y prendre pour travailler une notion. Et puis enfin, on pratique des mathématiques scolaires, c'est-à-dire les programmes, les contenus, qu'on soit avec une classe de 5e en train de travailler les propriétés des quadrilatères particuliers, ou avec une classe de terminale, là en tout début d'année, on vient de leur enseigner le principe de récurrence. On est dans des niveaux différents, mais dans tous les cas, on est quand même en train de se poser la question. On est dans les mathématiques au sens, on est dans l'abstrait. On travaille, on a des propriétés. Ces propriétés, est-ce qu'elles sont vraies? Si elles sont vraies, pourquoi elles sont vraies? Si elles sont vraies, est-ce qu'elles sont toujours vraies? Si parfois elles sont pas vraies, alors est-ce qu'on a des contre-exemples? Est-ce qu'on a des cas où ça marche pas? Et quel que soit le niveau, même en primaire, je pense pour des personnes qui sont enseignants en primaire, quand on fait des mathématiques et qu'on travaille le raisonnement, on pratique les mathématiques. Merci beaucoup. Je rebondis sur ce point. Les maths ont vraiment des formes diverses. Vous l'entendez, hein? Faire des maths, c'est raisonner. Voilà. Si on doit dire quelque chose, c'est raisonner, au sens large. On raisonne quand on prend des décisions dans une entreprise. On raisonne quand on essaie d'optimiser la performance des sportifs. On raisonne quand on essaie de faire de l'épistémologie ou de la didactique des mathématiques sur la meilleure manière d'introduire un concept. Vous voyez ? Il y a un aspect calculatoire, il y a un aspect, les mathématiques maintenant sont de plus en plus proches de l'informatique, puisque le numérique a pris une place énorme dans la manière dont on fait des maths, ce qui n'était pas le cas avant. Mais faire des maths, c'est raisonner. Donc partout où on raisonne, on fait aussi des maths. Mohamed Amin. Je continue sur le point. Moi, j'aimais les maths depuis toujours. Quand j'étais petit, j'avais des bonnes notes. Donc, je vais faire un bac S pour continuer à faire des maths, parce que le coefficient des maths, il est plus important. Donc, je continue en S. Après, je fais des classes prépa en maths, parce que c'est seules mes matières scientifiques qui sont bonnes. Donc, je continue. Après les prépas, j'ai intégré l'informatique, un peu juste en sachant que le marché demande, il y a de la demande en informatique, mais dans l'école d'ingénieur, j'ai appris que les maths en informatique, c'est l'algorithmie. Donc c'était ce qui s'était s'approchait le plus des maths en école d'ingé, c'est l'algorithmie et la logique. Et donc, c'est raisonner, c'est écrire un algorithme, l'écrire sur un papier, dire je vais faire ça, après ça, pour optimiser ou pour arriver à un calcul, faire un calcul de coût, de scoring, de ce qu'on veut. Et à la fin, j'ai vu que en recherche opérationnelle, en optimisation, c'est plus concret. C'est une découpe de verre où on veut minimiser les déchets. C'est une tournée où on veut minimiser le temps de parcours. C'est un camion où on veut le remplir au maximum. Et moi, dans mon quotidien, je fais beaucoup de maths. Mais on programme. En programmant, je vais faire un algorithme qui va me dire je t'ai pris 30 000 emballages et ça a donné 5 000 camions.
est-ce que je peux faire mieux? Je vais essayer d'améliorer mon algorithme pour que mon résultat mathématique, ça ne soit pas 5000, ce sera 4500 ou je ne sais pas. Et du coup, il y a des contraintes que le contexte industriel les pose, comme les temps de calcul qu'on peut pas dépasser trop de temps de calcul. Mais derrière, il y a l'aspect recherche où on va essayer de rester à lire des articles pour voir ce qui se fait en état de l'art. Nous, chez Renault, on a la chance cette année de proposer avec la ROADEF, qui est la société de recherche opérationnelle en France, un challenge qui dure 1 année. Donc si vous faites de la recherche opérationnelle, je vous invite à y participer. C'est un challenge où on donne des instances, c'est des jeux de données industriels qui sont que nous-mêmes on se confronte, c'est la vraie réalité, et on essaye de trouver c'est quoi le meilleur algorithme, qui est la meilleure équipe qui peut le faire, que ce soit une équipe indienne, chinoise, ou française ou n'importe laquelle. Donc je peux estimer que je fais des maths, mais c'est à travers de l'informatique, en tout cas de ce point de vue. Absolument. Merci beaucoup. Donc encore une fois, on voit tout le spectre possible. Alors il y a Geoffroy qui a dit quelque chose sur lequel je veux à tout prix rebondir et insister. Il a dit, moi je suis curieux. Il a dit, moi je suis curieux, j'ai envie de comprendre, j'ai envie de m'intéresser à des choses sur lesquelles on manque de connaissances. Et en fait là, d'une manière exprimée peut-être moins directement que Geoffroy l'a fait, mais chacun, il vous montre, vous avez affaire à des gens curieux. Et quelque chose qui sera très important pour vous, c'est que l'intérêt, la curiosité, la passion pour une chose, ça vous sauvera de tout. Si vous manquez un petit peu de niveau technique, ou si vous manque quelque chose, si vous êtes curieux, si vous êtes intéressé, vous rattraperez tout. Donc moi, je vous invite à être curieux. Et à être, c'est une qualité cruciale. Alors là, on sort un peu du champ des maths, mais en maths, souvent, on a des gens qui ont... Voilà, si on fait ça, c'est parce qu'on aime se mettre des challenges, on aime développer, réfléchir. Et vraiment, je vous invite à être curieux, à être intéressé par ce que vous faites. Et ça permet de pallier beaucoup d'autres difficultés potentielles. Et je trouve que c'est un élément important qui m'apparaît ressortir là dans nos discussions, qui m'amène en fait à une question complémentaire. Finalement, la curiosité, je l'ai dit, autre qu'aimer les maths. Quelles sont les qualités, les qualités en quelques mots, nécessaires dans votre travail, quoi? La curiosité. Oui. Ah non, il faut. Soyez curieux. Non, c'est vrai que c'est important. Sinon, vous l'avez déjà évoqué, c'est le fait d'aimer raisonner. Ça, c'est important, d'avoir un esprit synthétique, carré. C'est quelque chose que nous apporte, et pour moi, c'est la chose la plus importante en fait que nous apporte, continue d'apporter, on va dire, les études, parce que souvent c'est une qualité qu'on a avant de faire ce choix. Mais c'est d'avoir un esprit cartésien, carré, raisonné, et ça s'applique, ça s'appliquera à merveille dans le travail. Et pour moi, c'est une nécessité. C'est plus qu'une qualité, c'est une nécessité pour bien faire le travail, d'avoir un esprit raisonné. Ensuite, donc dans mon travail, une qualité qui est particulièrement importante, je trouve, et qui est plus difficile à avoir, qui n'est pas forcément évidente pendant les études, c'est la pédagogie. Parce qu'on a souvent en fait besoin d'expliquer nos études, les résultats de nos études à la direction. Donc la direction, alors on a plusieurs actuaires dans la direction, mais ils sont plus dedans, ils ont beaucoup de sujets, donc ils sont plus dedans. Et il faut être capable d'expliquer clairement et le plus synthétiquement possible, on va dire, les sujets sur lesquels on travaille pour qu'ils puissent prendre des décisions.
Et donc tout type de décision. Donc là, par exemple, la semaine dernière, c'était de grossir de près d'1 milliard la poche d'actifs illiquides en private equity et dette privée des études de rentabilité, quel profil d'adhérents il faut davantage cibler, par exemple, pour améliorer la rentabilité de l'entreprise. Bien qu'en tant que mutuelle, on veut mettre personne de côté, il faut avoir les chiffres en tête. Donc oui, la pédagogie, savoir avoir un esprit carré, c'est important, raisonner, et bien expliquer à la direction les études sur lesquelles on travaille. Merci beaucoup. En quelques mots, Ouais, tu peux dire ce que tu veux. Hein. Elle a déjà tout dit. Je ne sais pas si je vais pouvoir dire grand-chose de plus. Moi, je suis tout à fait d'accord. Après, en travaillant avec mes collègues, je me suis rendu compte d'une chose qui était vraiment très importante, c'est la rigueur dans ce qu'on fait. Et quand on écrit, c'est pareil, il faut être extrêmement rigoureux. Notre langage, il est plein d'ambiguïté à travers les mots qu'on utilise, certains mots, la manière dont on construit nos phrases. Et je me rends compte depuis quelques années que c'est vraiment très important quand on explique à ses supérieurs ou quand on explique même à ses collègues. Il faut être vraiment très carré sur la manière dont on explique les choses et comment on rédige. Après, en dehors de ça, je suis tout à fait d'accord avec tout ce qu'elle a dit, donc je ne peux pas trop vous en dire plus. La curiosité, c'est un peu mon vilain défaut aussi. Donc j'adore aller creuser, aller chercher des trucs. Et la résilience, faut pas lâcher. Quand vous avez un problème, là, j'ai passé 2 mois sur un truc tout bête, et j'ai cherché plein de solutions sur les plus courts chemins entre 2 nœuds dans un graphe, comment les calculer de manière les plus rapide possible. Donc vous avez le Dijkstra que vous connaissez, il y a le je ne me rappelle jamais son nom, c'est BFS. Il faut creuser encore dans la littérature, il faut y aller, il ne faut pas lâcher, parce que des fois ça vous prend du temps, mais quand vous arrivez au bout, vous êtes trop content. Donc voilà. Merci. Stéphanie ? Moi, je l'ai dit tout à l'heure, je pense qu'il faut aimer... curieux, en fait. Il faut aimer chercher, faire de l'analyse. Mais bon, enseignant, c'est quand même avant tout un métier humain. On est avec des élèves, aussi avec des collègues. Donc j'ai regardé, là, pour venir, il y a 35 000 profs de maths à peu près en France, d'enseignement public. Il y a 35 000 façons d'être prof, je pense aussi. On a tous rencontré des différents. Et moi, j'aime ce que tous les profs, en fait, quand même, on aime, c'est voir les élèves chercher, voir les élèves prendre du plaisir, le petit... Oh, mais ouais, ça y est, on le voit dans leur regard, voilà, vous le faites là. C'est ça que j'aime bien. Chez les élèves, les encourager, voilà, voir comment ils aiment les mathématiques. Donc aimer les mathématiques, c'est primordial pour être un enseignant, je pense. Et puis il faut être patient, il faut être indulgent, il faut avoir ces qualités humaines d'empathie, encourager les élèves aussi. Ce qui ne veut pas forcément dire qu'on l'est beaucoup dans la vie, mais c'est notre métier en fait. Donc on développe au sein de notre métier des capacités et des compétences qu'on n'a pas forcément en dehors. Et puis on dit qu'il y a une part de vocation quand même à être enseignant. Je pense que c'est vrai. Moi je suis quand même militante, je défends le service public d'enseignement. Je suis aussi très attachée, je m'efforce à promouvoir les filières scientifiques chez les filles, à encourager les jeunes lycéennes à se destiner à des études supérieures scientifiques. Et puis la curiosité, si vous êtes enseignant, elle sera aussi jamais satisfaite, puisque quand on est enseignant, on dit qu'on est toujours en veille pédagogique. Donc on ne peut pas visiter une expo ou partir en vacances sans voir, je sais pas, un pavage au sol d'un musée ou bien une inscription sur un bâtiment, un maître étalon, et puis là on est en train déjà d'imaginer des cours. Donc on s'arrête jamais en fait. Voilà. Merci, Mohamed Amin. Moi je continuerai sur la veille pédagogique. Moi je parlerai plus de veille technologique, nous de notre côté. Dans l'industrie ça évolue beaucoup. Au monde informatique, ça évolue encore plus. Les langages, ça change beaucoup. Les solvers mathématiques, il y en a des nouveaux. Il y en a à chaque fois des nouveautés. Je pense que le chercheur à côté de moi, il va dire encore plus que les recherches.
il y a à chaque fois des publications, sur chaque problématique, on a des nouvelles méthodes. Et oui, la curiosité, c'est un peu fondamental. Moi, je dirais aussi aimer, pas que les maths, aimer l'informatique, parce que moi, de mon métier, on ne peut pas faire des maths sans informatique. Du coup, il faut aimer les deux. Et je parlerai, moi, de mon expérience, c'est un peu le sens de service pour l'autre. Comprendre le besoin, voire aller un peu plus que le besoin demandé ou décrit. Nous, chez Renault ou dans les grandes entreprises, il y a à chaque fois un centre de R&D ou un département d'informatique qui est très très loin des usines. On a généralement à Paris, on a 15 000 employés, c'est tous des cadres, ils font des outils, on déploie les outils dans les usines et on se dit, ils ont qu'à utiliser. Mais la plupart du temps, il y a de temps en temps, on se dit que nos fournisseurs, ils utilisent nos outils mieux que nous. Parce qu'on n'y va pas jusqu'au bout. Et ça, c'est un peu une qualité qu'il faut qu'on aille dans le secteur un peu industriel, c'est d'aller jusqu'au bout, voir vraiment l'opérateur, est-ce qu'il se sert bien de l'outil qu'on a mis en place, est-ce que tout le process est bien fait. Et voilà, c'est un peu une qualité que je trouve qu'il faut y avoir. Merci beaucoup. Alors là, il y a Mohamed Amin, tu as dit quelque chose qui est extrêmement pertinent. Moi, je peux prendre mon expérience, moi, en tant qu'enseignant à la faculté des sciences à Montpellier, où j'enseignais à Paris avant. Les mathématiques, c'est une science vivante. Hein. Ça évolue énormément. Et il y a eu une accélération dans le domaine des mathématiques appliquées, de l'évolution et du rapprochement, notamment avec l'utilisation intense d'outils informatiques, que ce soit en analyse numérique, que ce soit en optimisation, que ce soit en sciences des données, que ce soit même en mathématiques pures, où il y a beaucoup de problèmes qu'on essaie de résoudre en utilisant des outils informatiques. Et donc, il y a aussi quelque chose d'important à noter, c'est que ça ne va pas être figé, vous ne ferez pas tout le temps la même chose. Ça va évoluer et il va falloir, ce qui a été dit par quasiment tout le monde, de faire de l'auto-formation. Et nous, enseignants, c'est pour ça aussi qu'on vous apprend à raisonner, parce que moi, ce que j'apprends à mes étudiants de master en deuxième année, là, en ce moment, peut-être que dans 3 ans, ce sera ou 4 ans ou 5 ans, ce sera des techniques un petit peu révolues, avec la manière dont évoluent les choses, notamment dans le domaine de la science des données. Et il faudra qu'on ait il faudra que vous soyez adaptable. Voilà. Il faudra que vous soyez en capacité de vous adapter à des situations qui vont changer, parce qu'on ne fait plus du tout des maths maintenant comme on en faisait avant. Et peut-être un mot rapidement, parce qu'il faut qu'on libère la salle à 12h30, sur ce que vous avez pu voir sur ces 4-5 dernières années en termes d'évolution, de pratique et d'utilisation. Alors moi, il y a 4-5 ans, j'étais étudiante, donc j'ai pas eu beaucoup l'occasion de voir les évolutions, mais je vois là, par exemple, je parlais des réseaux de neurones, donc l'application du machine learning à mon domaine. Ça, c'est quelque chose de très récent. Là, du coup, il y a notre alternante qui fait le mémoire dessus. Il commence à y avoir quelques mémoires qui sont faits depuis 2 ans. C'est des méthodes qui étaient utilisées dans d'autres secteurs, mais dans mon métier, c'est extrêmement récent. Donc, on est en plein dans la recherche et dans l'innovation. Vous pouvez répéter la question? Non, est-ce que voilà, c'est un champ typique de l'actuariat maintenant, où la finance fait de plus en plus appel à des méthodes de learning. Là où avant, elle avait plus des modèles basés sur des équations différentielles stochastiques, et bien maintenant, elle va utiliser d'autres types de stratégies, et c'est ça qu'on voit évoluer. Donc, vous voyez, un actuaire d'il y a 10 ans, mais il aura fait très peu de learning, et puis maintenant, il va voir apparaître dans son métier l'utilisation de forêts aléatoires, de réseaux de neurones, de machines à vecteurs de support. Il va peut-être même faire de l'apprentissage par renforcement pour optimiser des collègues de données. Donc toutes ces problématiques-là, il va les voir apparaître dans son métier. Donc oui, on illustre bien ma question de choses qui évoluent sans arrêt. C'est une science vivante. Et justement, on parle d'évolution. Notre métier, il est beaucoup régi par l'évolution de la réglementation.
Et donc là, on a une nouvelle réglementation qui a été mise en place du coup 1er janvier 2016, qui a nécessité qu'on revoie complètement l'organisation de notre travail et qu'on mette en place de nouvelles méthodologies. Donc notamment, on a beaucoup plus entendu parler des générateurs de scénarios économiques, des modèles de projection, du coup des modèles ALM dont je parlais, etc., pour calculer justement ces indicateurs de risque qui nous sont demandés par les autorités de contrôle. Donc on est dans l'obligation de se renouveler et d'apprendre et de se former parce qu'en fait, on doit suivre la réglementation qui nous demande de nous mettre à jour. Merci. Un commentaire rapide sur le... Bon, Oui. Quand on est dans la recherche, on évolue sans arrêt. Donc Ça là, bouge pour le super coup, vite. Voilà. Mais ça, plus vite qu'avant. Nous, on est dans un contexte hyper bizarre, c'est que nos modèles, ils évoluent super vite tout le temps, dans le monde entier. Et le problème, c'est qu'on n'a pas les données, donc on ne peut pas tester nos modèles. Donc on a pléthore de nos modèles dans la littérature, ça, il n'y a pas de problème, mais on n'est pas capable, aujourd'hui, en tant qu'institution publique, de récupérer des données, par exemple, pour prévenir les blessures, des modèles de prédiction des blessures. Et c'est super dommage. Mais bon, ça, je pense que c'est endémique vraiment au côté sportif avec les clubs qui gardent leurs données, qui les donnent pas. Et puis nous, on se retrouve avec pas grand-chose. Mais bon, voilà, je vais passer très vite. Stéphanie, un mot là-dessus. Je pense que tu l'enseignement, plus... ça bouge parfois un peu trop vite. Préférais que ça bouge moins vite quand même. Donc, oui, je parle des modifications institutionnelles, on va dire, de la façon dont on doit dispenser les cours. Donc, on s'adapte, peut-être comme dans tous les métiers, en fait, finalement. Et puis, on essaye à chaque fois comme tout le monde, en fait, je crois, de trouver la meilleure façon d'y arriver et de s'adapter aux nouvelles problématiques, puisque là, on en parlait tout à l'heure, on n'en est pas du tout dans le thème de la table ronde, mais on a des problématiques chaque jour nouvelles. Rapidement, moi j'ai deux exemples. Oui. Moi, il y a 5 ans, j'ai intégré l'équipe. Il y a quelques outils qui commençaient déjà à dater, des langages qu'on n'utilise plus, et du coup, on remet à jour, on développe un nouveau outil avec une nouvelle technologie, et on profite pour parfois améliorer les performances. Ça, c'est dans mon quotidien. Deuxième chose que je vois dans les usines, il y a beaucoup de digitalisation, il y a beaucoup d'outils. La manière de faire a totalement changé. Et dernièrement, j'ai développé un outil qui permet aux caristes de savoir quelles pièces ils prennent dans le magasin pour la ramener au bord de chaîne en suivant la ligne d'assemblage. Et j'ai un opérateur qui était un opérateur il y a 20 ans et qui a évolué. Et c'est avec lui qu'on a développé l'outil. Il me dit je veux redevenir opérateur pour réutiliser cet outil parce que ça facilite beaucoup la manière de faire, la manière de travailler. Donc je pense que tout le monde est touché par cette évolution technologique et aussi technique. Bon. Voilà. Bien écoutez, on a un petit peu fait le tour, on arrive au bout. Il faut laisser la place aux autres. Ce que je vous propose, si vous avez des questions à poser aux intervenants, c'est de nous retrouver à l'espace match, là. On va y rester un petit moment pour discuter avant d'aller déjeuner, nous tous ensemble, discuter. Si vous avez des questions particulières à poser aux intervenants, retrouvez-nous dans l'espace là, non loin d'ici. Merci à tous et profitez bien du forum.